Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. C'est en ça que l'association Femina et Doctoress, elle a deux vocations. La première, c'est de réunir les femmes médecins autour des problématiques qui les concernent, donc toutes celles que je viens d'évoquer, que ce soit dans le champ personnel comme privé, administratif, fiscal, formation. Mais aussi, la deuxième chose, c'est de se dire que nous-mêmes, on avait envie d'agir pour la santé de la femme, parce qu'on le voit dans notre métier, elle tend à se dégrader, il y a des déserts médicaux qui s'accentuent. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi, man. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Ça va super. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie et qui suis honorée de pouvoir faire cet entretien. Merci, Imen. Imen, pour commencer, je vais te demander de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et quelles sont tes activités principales actuellement. Alors, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants et je suis médecin généraliste depuis 2 ans et demi. Mhm. J'ai grandi dans les Hauts-de-France, plus précisément à Calais, et depuis quelques années, je suis installée à Lille. Je suis également une des membres fondatrices de l'OMS, l'Organisation musulmane des acteurs de santé, et depuis quelques mois, présidente de l'association nouvellement créée Feminae Doctores, qui est une association de femmes médecins. Voilà pour les grandes Génial. lignes. On va revenir sur tout ça, Inch'Allah. Donc, les études en médecine, les associations aussi autour de la médecine, de la santé. La médecine, ça a toujours été une passion pour toi. Comment est-ce que tu en es arrivé là à devenir médecin? Alors oui, ça a toujours été une passion. Alors la réponse va être un peu cliché, mais quand on est petit, qu'on a des petits rêves d'enfant, que je parlais avec ma grand-mère, Allah yarhamha, euh, elle avait des problèmes de santé. Ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Et je lui disais, Yimma, quand je vais grandir, je te soignerai. Je pense que c'est vraiment mes premiers souvenirs où j'ai eu cette vocation de vouloir être médecin. J'ai également eu la chance d'avoir un entourage grâce à mes parents où j'ai côtoyé les amis de mes parents il y en a beaucoup qui sont médecins et j'ai pu voir leur quotidien, une manière d'exercer leur métier qui m'a énormément plu et fascinée même quand j'étais plus jeune. Et je me disais, bah, en fait, c'est totalement ce que je veux faire. Et puis, il m'avait vraiment encouragée dans ce sens en me disant que, il n'y avait pas que les hommes, parce qu'à ce moment-là, c'était que des hommes que je connaissais qui étaient médecins, et qui me disaient, les femmes aussi peuvent Hmm. être docteurs. Et voilà. Et de là, j'ai toujours eu cette idée en fait en tête depuis mon enfance. Ok, ok, très bien. Et les études de médecine, donc j'imagine que tu as eu un parcours assez classique, lycée et puis fac de médecine. Comment se sont déroulées tes études? Alors oui, mon parcours a été classique jusqu'au bac, puis ensuite arrivé au concours de médecine. Là aussi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mes parents à Lille, donc la ville où j'ai fait mes études. Donc ils m'ont soutenue, donc ma famille a vraiment été le premier soutien, mes parents et mes sœurs. Et j'ai eu mon concours la deuxième fois, donc j'ai été confrontée à la première fois de ma vie à un échec, entre guillemets, où j'ai pas eu mon concours du premier coup. Ça a été ma première Le difficulté, je drame? pense. Ouais, ça a été le drame, vraiment. Je m'attendais pas en fait, parce que je l'ai raté en plus à très peu de place. Et, euh, et là, j'ai tout remis en question, mes capacités, mon projet. Et je me suis dit, bon, en fait, je vais me réorienter. Je me suis dit, je vais faire de l'architecture, le truc qui n'a rien à voir. Hmm. Et non, finalement, avec la remise en question et puis l'aide de la famille, quand on se pose, on se dit, non, non, je veux vraiment faire médecin, je vais y arriver, c'est tout. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Euh, on va retenter une deuxième fois. Et la deuxième a été la bonne. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc jusque-là, ça a été classique finalement. Par contre, par la suite où j'ai eu un schéma moins classique parce que je me suis mariée très jeune.
en début de quatrième année de médecine Mmh. et j'ai eu la surprise d'avoir un enfant en quatrième année de médecine. Ah oui, en plus la quatrième année, c'est l'année, où on choisit sa spécialité ou la cinquième année, je sais plus. Eh Non? ben, c'est là où on débute l'externat. Donc, en effet, on commence à préparer le concours de sixième année. Donc, on a 3 ans D'accord. de préparation du concours de sixième année qui détermine à l'issue la spécialité et la ville d'exercice. OK. C'est là où ça a été plus, on va dire, plus difficile et plus particulier parce que je ne connaissais pas d'autres étudiantes, en tout cas au niveau externe, qui avaient connu la maternité. Donc, ça a été tout un agencement dans mes études. Mais alhamdoulilah, même si j'ai pris un peu plus de temps, parce que j'ai redoublé 2 fois en tout, le principal, c'était vraiment de me dire de pas perdre l'objectif de vue, que Mmh. peut-être que je n'avais pas emprunté le chemin classique, mais Ouais, c'est pas pour autant que je n'allais pas y arriver, ou que c'était pas possible de le faire. ouais, ouais. Hem, la difficulté, oui, c'était enfin, de s'occuper de son enfant, d'avoir tout ce chamboulement dans sa vie, avec des études très, qui sont très chronophages en plus. Bah, c'est ça, en fait, les études de médecine demandent vraiment un investissement à temps plein, que ce soit en termes de stage ou en termes de révision. Mmh mh. On dédie vraiment, surtout pendant les années de préparation au concours de sixième année, on dédie vraiment normalement tout notre temps libre, les soirées et les week-ends aux révisions. Bah, moi, j'avais un enfant, donc le week-end, c'était avec ma famille et les soirées de maman. Donc moi, je révisais qu'en journée, quand j'avais pas stage, ou que le soir de 21h à minuit. Voilà, il Mmh. fallait repenser l'organisation, mais après, j'ai eu aussi la chance d'être entourée avec des parents à côté qui m'ont énormément aidée, ne serait-ce que à garder mon fils dans les périodes d'examen et à être présent et à ce qu'il ne ressente pas l'absence d'un entourage présent pour lui. D'accord. Donc ça, c'était, il te restait quoi quand tu as eu ton enfant et tu avais encore 3-4 années d'études, c'est ça? 5 ans? Combien? C'est Ouais, ouais, 3 ans d'études, plus ensuite la spécialité de médecine générale, donc 3 ans. ouais. Donc il me restait encore un bout de chemin, j'avais fait qu'un tiers, on va dire. Ouais, ouais, non, c'est pas évident, hein. Et malgré ça, du coup, tu es allé au bout? Où est-ce que tu as trouvé le courage de tout faire, enfin, d'aller au bout de ces études-là et en même temps de pas lâcher, quoi? Parce que, ouais, je vois ma femme, on a eu un enfant de une petite fille d'un peu plus d'1 an. Alhamdoulilah, et je vois le temps que ça prend. C'est pas évident, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. La première, c'est la volonté de terminer ce que j'ai commencé, la détermination. Je pense que c'est une qualité qui m'a été inculquée par mes parents depuis le début. Peu importe ce que tu commences, tu dois le finir. La deuxième, peut-être un peu moins noble, qui est la fierté. J'avais pas envie de donner raison aux gens qui disaient elle s'est mariée trop tôt, elle s'est mariée jeune, elle va arrêter ses études. En plus de ça, elle a eu un enfant, c'est bon, elle va jamais y arriver. Et je pense que par fierté, j'avais envie de prouver aussi, de dire non, je vais le faire. Ok, ça va être difficile. Ok, on va pas forcément croire en moi et même parfois les personnes les plus proches hein, qui sont sceptiques et qui parfois te découragent. Je pense voilà, j'ai toujours essayé de d'écouter cette petite voix intérieure qui me disait non, j'ai envie de le faire. En plus, j'ai envie de faire des grandes choses à ma façon dans ma vie et ça passait notamment par le fait de devenir docteur et dans mon plan intérieur, c'était voilà, c'était non non, je vais jamais, c'est pas un enfant et en fait, les gens le voient comme une difficulté ou un obstacle. Moi, je le voyais comme une force. De me Mmh. dire, cet enfant, justement, m'a appris des choses que je ne connaissais pas de moi-même. Toi-même, tu le dis, en tant que papa, tu vois, tu découvres, tu apprends, on apprend à être parent et par cet apprentissage, on développe des qualités, qui finalement nous forgent à Mmh. réussir les choses les plus compliquées dans la vie. Et, Oui. euh, et voilà, et puis surtout, j'étais bien entourée, donc j'avais certes des personnes qui pouvaient avoir un discours décourageant, mais j'avais aussi des personnes qui croyaient aussi en moi et qui m'ont toujours soutenue, même dans les moments où c'était plus compliqué dans ma vie, où j'avais envie de me dire non, c'est peut-être trop, je vais pas y arriver. À ce moment-là, j'ai eu des moteurs extérieurs qui étaient là pour me dire non, non, tu peux le faire et va au bout. Voilà. Alhamdoulilah. Donc, tu as pu arriver au bout. Tu parlais plutôt de l'OMAS, une association dans laquelle tu étais membre fondatrice. C'était pendant tes études?
Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association qui est assez, on va dire, connue chez les étudiants et les étudiantes en médecine et même, ouais, enfin moi je suis pas étudiant en médecine, mais j'en ai déjà entendu parler. Est-ce que tu peux donner un petit mot d'où ça vient, la genèse? Alors, en fait, moi, d'un point de vue personnel, j'ai toujours baigné dans le milieu associatif avec mes parents qui étaient eux-mêmes bénévoles dans différentes associations. Moi, très jeune, après avoir eu le concours, je m'étais engagée au niveau de l'EMF, étudiants musulmans de France au niveau local. Mmh. Et bon, j'ai un peu... je m'y suis pas retrouvée totalement, parce que alors c'était cette union, en effet, par les convictions personnelles, mais pas quelque chose de spécifique par rapport à nos études. Et Mmh. finalement, quand on discutait entre nous, notamment pendant l'externat, donc c'est une partie vraiment compliquée de nos études, pour moi c'était la plus difficile, on discutait entre nous et on n'avait pas ce réseau, ce tissu à la fois professionnel, enfin scolaire, et également dans les convictions. Parce que voilà, en fait, enfin, on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte vraiment à la fac, que oui, certes, je suis née en France, j'ai eu une éducation en France, scolaire en France, mais à partir d'un moment, on sent qu'il y a certaines valeurs qui ne rejoignent pas forcément, en tout cas quand je parle de valeurs religieuses et parfois morales, dans la manière de vivre, qui ne rejoignent pas forcément, sans que ce soit quelque chose d'insurmontable, mais dans le quotidien, on a du mal à s'identifier parfois à certains discours. Oui. Et, Par et exemple, donc, tu penses à quoi, par exemple? alors, un exemple très bête, hein, mais par exemple, en médecine, un des liens des étudiants qui les unit dans les études qui sont difficiles, c'est les soirées. Mmh. Les étudiants en médecine sont connus pour avoir des soirées, et en fait, ben, le fait d'être musulmane, voilée, de ne pas boire de l'alcool, de facto, ça t'exclut un peu de ces soirées parce que c'est pas des choses dans lesquelles j'ai grandi ou j'ai envie de moi-même de passer du temps. Sauf que bah, les gens, eux, se voient en cours, mais ensuite tissent des liens dans ces soirées, les week-ends, dans des vacances où nous, on est un peu exclus. Puis finalement, Mmh. nous, on se retrouve à être tout le temps à la fac que pour les cours. On n'a pas vraiment un lien solide avec les autres étudiants, mais on le développe avec les étudiants qui, comme nous, ne vont sont aussi exclus. Et j'aime pas trop ce mot d'exclusion parce que Les marginalisés. mais voilà, oui, on n'est pas vraiment. J'aime pas dire que j'ai été exclue, mais on va dire que plutôt, je ne rentrais pas dans ces loisirs-là. Et justement, donc, on se rassemble finalement, on constitue un groupe qui s'identifie à travers d'autres valeurs. Et ce groupe-là devient solide, uni déjà devant Dieu, entre guillemets, avec des valeurs très fortes, hein. Quand on est croyant, c'est un lien très fort entre nous. Mmh. Surtout dans la difficulté, on sait que voilà, on a les prières auxquelles se raccrocher, les invocations et le sens des difficultés. Tout le monde sait pourquoi on le fait, en tout cas dans Ouais. ce groupe. Et Donc puis bah, voilà, l'OMAS, hein, je sais pas si on l'a dit, mais c'est l'organisation, musulmane des acteurs de santé. c'est ça. Et puis ben, on a été un petit groupe d'étudiants à travers la France. On essayait de retrouver une association qui nous représentait, on n'en a pas trouvé. Il y en avait une à Bordeaux d'association de médecins musulmans, mais eux traitaient plutôt des problématiques santé, avec l'éthique, par exemple, gestation pour autrui, les fins de vie, les soins palliatifs, etc., qui sont des questions sur lesquelles on doit se pencher en tant que musulman. Mmh. Mais en l'occurrence, c'était pas notre problématique actuelle, qui était celle d'un étudiant qui veut réussir et qui ne trouve personne autour de lui pour s'aider, qui n'avait pas de réseau et qui n'a pas de... Et de là, donc, il y a eu deux personnes qui ont eu l'idée de nationaliser ce groupe, finalement, parce qu'on était plusieurs groupes d'étudiants musulmans en médecine à travers la France. Mmh. Et donc, il y a eu deux personnes, Badreddine, qui est aujourd'hui psychiatre, et Amina, aujourd'hui radiothérapeute, qui ont lancé cette idée de créer l'association. On se connaissait, on a créé un petit groupe WhatsApp, on devait être 8, deux Lillois, d'ailleurs un Lillois qui a donné le nom à l'association, Abdallah, aujourd'hui médecin généraliste. Et puis voilà, on était de Grenoble, on était de Saint-Étienne, de Paris,
de Tours, de Lille, Clermont-Ferrand. Voilà, avoir créé ce... Et de là, on a un peu, chacun a mis son réseau dans cette association et chacun a invité son ami. Et en un mois et demi, donc j'étais en cinquième année, c'était en 2015, en un mois et demi, on a réussi à mettre sur, je me souviens, on a commencé par un groupe Facebook, on a réussi à mettre 2000 personnes dans le groupe. Waouh! C'était hyper vaste, hein. C'était des étudiants en médecine, c'était des étudiants en dentaire, sages-femmes, kinés, infirmiers, psychologues. En fait, c'était tous les acteurs de santé. Et le point commun, c'était vraiment notre éthique musulmane. Mmh. Alors à ce moment-là, on s'était posé la question de se dire, est-ce que ça va pas nous être préjudiciable finalement de nous lier par rapport à notre religion? Puis on s'est dit que non, finalement, on n'avait pas ce... On se sent un peu coupable parfois au vu de l'actualité, de se dire, il faut se faire discret. Mais je pense que par rapport à la génération de nos parents, nous, on est nés ici, on a notre spécificité de double culture. Alors là aussi, il y a des questions très vastes hein, sur l'identité, ton français et ton est-ce qu'on est aussi. Mais on n'a pas voulu rentrer dans ça. On s'est dit que voilà, notre point commun, c'était la foi en Dieu. Et le deuxième point commun, c'était la médecine et la santé et l'amour pour finalement les autres. Et les deux étaient absolument pas incompatibles. Et au contraire, c'était des deux liens très forts, finalement, de se lier à la fois pour Dieu et aussi pour l'humain. Et ça Mmh. faisait sens. Et voilà, on a créé le MAS. Très bien. Donc, donc cette association, donc elle rassemble, les acteurs de la santé, musulmans, donc principalement les étudiants ou aussi, les professionnels? Non, elle réunit aujourd'hui également les professionnels de santé. Mmh. Euh, alors là, aujourd'hui, 6 ans plus tard, même plus, 2015, je ne sais plus compter, 8 8 ans, ans, hein? huit Ouais. ans plus tard, euh, l'association, elle est vraiment implantée surtout auprès des premières années, parce qu'il y a premières années les étudiants jusqu'à la sixième année, où il y a un vrai tutorat, un mentorat des étudiants qui sont en première année de médecine. On les aide à justement à réussir ce concours. Et là, je pense qu'ils sont en train de développer leur pôle professionnel à Mmh. différentes échelles, donc que ce soit pour faire des formations. Alors j'en parle de manière globale parce que je ne suis plus dans l'association depuis quelques années, en tout cas pas en interne. J'assiste toujours à leurs événements, mais en interne, je ne fais plus partie du bureau. Oui. Et donc, quand vous avez créé l'association, l'objectif, c'était de rassembler. Est-ce que vous saviez quel type d'événement vous vouliez faire autour de ça? Ou c'était juste histoire de rassembler, régulièrement les étudiants, les acteurs de la santé? Est-ce qu'il y avait un objectif derrière? Oui, D'aider les alors premières années peut-être? oui, oui, il y avait plusieurs objectifs, à la fois sur le court terme comme le moyen et long terme. Sur le court terme, c'était vraiment d'être à échelle individuelle, une présence, un soutien et une oreille vers qui se tourner en cas de difficulté pendant nos études compliquées. Et de se dire qu'on n'était pas seul, parce que oui, tous les étudiants n'avaient pas la chance d'avoir forcément des amis avec qui être pendant ces études. Mais la volonté, la vision sur le long terme était quand même plus large. Elle a vraiment été de constituer une sorte de force. Euh, J'aime pas utiliser le mot élite, mais j'ai envie de dire plutôt un groupe intellectuel qui peut se mobiliser sur les grandes questions de santé publique, mais aussi d'être une sorte une des références et une des voix de la communauté musulmane, et surtout de montrer que, sans vouloir montrer patte blanche parce qu'on n'a pas à se justifier, mais de se dire que voilà, la communauté musulmane en France, elle n'est pas constituée que de ce qu'on peut montrer dans les médias, à savoir les personnes problématiques qui, euh, qui sont dans la délinquance ou qui sont les choses auxquelles on voudrait nous réduire. Je ne dis Mmh. pas que ça n'existe pas, on peut l'expliquer de manière sociologique et historique, mais en tout cas qu'il existe aussi, et de plus en plus présente, une communauté musulmane qui est intellectuelle, qui est éduquée, qui est instruite et qui constitue, qu'on le veuille ou non, une des forces économiques et intellectuelles de ce pays, avec lequel on doit composer.
qu'on a tout à gagner de travailler ensemble, musulmans et pas musulmans. Et c'était un peu aussi la volonté de l'EMAS de se dire que s'il y avait besoin d'être représenté au niveau gouvernemental, qu'il y avait une institution de docteurs, de dentistes, de médecins euh, qui pouvaient répondre présents, notamment par exemple, je pense à la pandémie Covid, où les acteurs de cette association ont répondu présents dans les hôpitaux, dans les cabinets, pour être volontaires à aider tous les Français, et pas que de confession musulmane. Et c'était vraiment cette volonté-là de dire on s'organise pour créer quelque chose de solide et de grand pour tout le monde. Mmh. Tu l'as dit, l'association a très vite grossi, en tout cas dans le groupe WhatsApp, enfin, je pense que le groupe WhatsApp, il peut pas accueillir, des milliers de personnes, enfin, c'est limité. Je pense que vous deviez avoir un groupe Facebook, quelque chose, pour, C'est réunir ça, tout le monde. ça. Hem, Quels ont été les challenges d'une association qui grossit aussi vite? Alors, le premier challenge, je pense, ça a été de s'accorder sur la vision commune et de définir les priorités de ce fait. Est-ce qu'on accentue plus la base, c'est-à-dire les étudiants, la formation des étudiants? D'abord, on crée notre tissu de bénévoles. Ou est-ce qu'on fédère plutôt ceux qui ont déjà l'argent, à savoir donc les professionnels, pour créer des actions de santé publique auprès des gens qui ont besoin? Et aussi, est-ce qu'il fallait mettre en avant sa religion ou pas? Voilà, ça a été plutôt ces challenges-là, de d'évoluer à la fois, de se mettre d'accord en interne, mais aussi en externe, de réussir à trouver une continuité avec les universités, les milieux professionnels et les actions de santé publique officielles. Donc je pense que ça a été Mmh. le premier challenge. Et de là, il y a eu une direction donc de l'EMAS qui a été plutôt de prioriser la formation des plus jeunes. C'est-à-dire qu'on commence, on peut pas viser euh, tout de suite large, en tout cas au niveau national, mais plutôt d'évoluer en localité avec nos étudiants. Voilà, ça a été vraiment plus la direction qui a été prise. Mmh. Après, voilà, le milieu associatif est assez compliqué dans le sens où comme c'est du temps bénévole, tout le monde ne met pas le même investissement. Et donc le deuxième challenge qu'on peut avoir dans l'association, et je pense que là, c'est pas spécifique à l'OMAS, mais c'est comment garder les gens engagés, comment, comment motiver les gens à s'engager. Et ça, c'est le deuxième gros challenge de l'association. Parce qu'en plus de ça, c'est des études qui sont chronophages, et donc il faut réussir justement à les mobiliser dans un temps personnel qui est limité. Mmh. Et tu penses que du coup l'OMAS a réussi à dépasser ces challenges? Dans un sens, oui, parce que l'association est toujours présente 8 ans après, et pour ça, on peut vraiment les féliciter. Mmh. Euh, elle est ancrée dans certains territoires depuis 2015 sans faillir, avec des localités qui rassemblent des dizaines et des dizaines, si ce n'est même centaines, je pense à Paris par exemple, de membres actifs avec des projets mensuels et réguliers. Après, d'un point de vue extérieur, et je le dis avec beaucoup de... parce que j'aime cette association et que j'ai envie de la voir réussir. D'un point de vue extérieur, maintenant que je n'y suis plus, donc c'est un peu facile de parler parce que je ne suis pas dedans à vivre les difficultés, Mmh. mais j'aurais aimé qu'elle ait plus d'impact pour les patients, notamment, mais aussi de manière officielle, qu'elle soit plus reconnue comme moyen d'action en termes de santé. Là, elle n'a pas encore une portée, elle n'est pas encore reconnue au niveau national comme association qui, qui a une portée de santé publique et vers lesquelles les dirigeants peuvent se diriger. On n'est pas Ouais. encore arrivé à cet exemple. Et je pense qu'une association comme le MAS
a comme vocation à tendre vers ce genre de modèle d'action. Hmm. Est-ce qu'il y a eu des conséquences à s'afficher pleinement en tant qu'association musulmane Oui, au niveau des universités, au niveau de plein de choses? Est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives, positives? oui, oui, bah déjà d'être tout de suite, on est méfiant. Avant de voir les acteurs de santé, on voit d'abord le musulman. Et la question d'ailleurs d'enlever le M de l'OMAS a été posée. Elle s'est Hmm. posée dans l'association. Parce que déjà, on est taxé de communautaire. Et aussi, malgré nous, et on n'attire pas forcément les gens qui ne sont pas de confession musulmane. Parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas se retrouver dans l'association. Et puis aussi, par rapport au contexte médiatique et ce qui a pu se passer ces dernières années en France, bah, l'association, elle est surveillée par le gouvernement. Hmm. Donc, tu as des freins à ce niveau et oui, ça peut porter, je pense, voilà, ça peut donner des difficultés, mais encore une fois, on les a anticipées et on s'y est préparé et on se dit que même si ces difficultés peuvent ralentir, tant qu'elles n'arrêtent pas les actions, elles ne démotivent pas, je pense qu'il faut quand même continuer d'avancer jusqu'à qu'un jour ce soit complètement normalisé. Hmm. Comment vous en êtes arrivé au point de dire que vous assumiez quand même pleinement? Qu'est-ce qui a été dans la discussion, hein, je ne sais pas si tu en faisais partie, mais Ah bah, c'était euh, tout au début, hein. Alors, ils ouais. ont eu ce débat, après, je n'y étais pas. Bon, en tout cas, le M du musulman est toujours présent, mais en tout cas, moi, j'ai fait partie des personnes qui disaient qu'il fallait s'assumer pleinement en tant que musulman. Parce que je pense qu'il est temps qu'on arrête d'avoir honte d'être musulman. Dans plein de pays du monde, c'est une fierté de l'être, et je ne vois pas pourquoi en France, ça devrait être, on devrait le cacher. Après, moi, j'ai grandi avec un modèle où justement, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait être fier de l'être. Mais c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui était universitaire, qui avait sa place à l'université. Il a été chef de département dans sa ville pendant 9 ans, dans son Hmm. université. Tout en étant président de la mosquée de la ville, il a travaillé avec les autorités locales, les municipalités qui connaissaient mon père. Et donc j'ai grandi avec un... Et ma mère, sage-femme, musulmane voilée, prof d'arabe, et qui était aussi investi avec des associations comme la Croix-Rouge pour aider les réfugiés. À ce moment-là, c'était les réfugiés du Kosovo qui venaient à Sangatte, Calais. Et donc j'ai vu que mes parents, alors que n'étaient pas nés en France et avaient la difficulté de ne pas avoir forcément la culture entre guillemets française, ont réussi à allier le professionnel tout en assumant pleinement leur identité musulmane. J'ai grandi avec des amis de mes parents qui étaient chrétiens catholiques. On allait chez eux. Euh, pour moi, c'était normal d'aller à une garden party avec des parents, avec des collègues à mon père, qui s'appelaient Isabelle, Christian, Dominique, tout en allant à la mosquée euh, pendant Jumu'ah, pendant Ramadan et faire tarawih sans complexe. Et je pense Ouais. que ça a été super important dans mon développement de me dire, ben, mon père, c'est parce qu'il a eu cette chance d'être universitaire et de l'assumer sans qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Mon père avait des collègues qui savaient que mon père jeûnait, qu'il ne buvait pas d'alcool lors des repas de l'université, qu'il devait prier à certaines heures. Et, et voilà. Après, ça a été pas forcément. Là, je vais pas parler à la place de mes parents. Je pense qu'ils ont eu des difficultés, justement. Ça a eu un prix. Mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant, j'ai vu que c'était possible et je me suis dit, moi, en tant que médecin, je n'aurais aucune excuse de ne pas assumer non plus cette identité et d'en faire une fierté. Et au final, je pense que ça joue beaucoup dans le mindset de se dire, est-ce que je fais de mon islamité, de ma religion, un obstacle ou une force? Et de venir en se disant, bah non, c'est pas du tout un problème, de même pas en faire une question. Parce qu'au final, même dans mes études, j'arrivais avec mon voile et j'en faisais même pas un problème. C'est je suis imane et je ne suis pas réduite à un voile, je ne suis pas réduite à une religion, je suis imane dans ma globalité, comme tu es Charlotte dans ta globalité. Et je pense que voilà, vraiment aborder les choses comme ça et se l'assumer. Puis on était plusieurs à être comme ça dans l'OMS,
à se dire, bah, on est médecin, on est docteur, on a notre place dans cette société, on n'a pas du tout à avoir honte de qui on est, et il faut l'assumer, et justement, ça permettra de normaliser euh, une image de l'islam et des musulmans qu'on n'a pas forcément en France. Hmm. Moi, je trouve que dans les associations comme ça, qui regroupent beaucoup de membres, c'est difficile un peu de réunir on va dire une vision ou un projet quand il y a beaucoup de membres parce que voilà, tu vas avoir un mix de ceux qui s'assument pleinement, alhamdoulilah comme toi, et d'autres qui s'assument un peu moins. Et du coup, ça va être il y a une sorte de bataille un petit peu où chacun doit faire des compromis. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, toi? Oui, 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 il y a eu des moments. Je vais donner un exemple. Euh, Par exemple, quand on organisait des événements, on se demandait est-ce qu'il fallait inclure de manière officielle la prière. Parce qu'on devait écrire pause tout simplement, et puis les gens qui priaient allaient prier, et les gens qui ne priaient pas, même si musulmans, et ça regarde tout à chacun. euh, Ça a été des questions qui ont été posées parce que certains disaient que la religion concernait chacun, même si on croyait en Dieu, chacun avait une pratique différente, avait une vision différente, et certains l'assumaient pleinement, d'autres moins, d'autres préféraient être discrets à ce sujet pour plusieurs raisons. Et donc, ça a été des questions qui se sont posées, hein. Ouais. Euh, et ça a créé des clivages, ça a créé des débats assez houleux. Maintenant, je pense qu'on arrivera jamais à s'entendre pleinement sur une question, surtout sur des questions euh, aussi discriminantes et qui peuvent prêter à polémique, hein. C'est très compliqué. On n'arrive des fois pas à se mettre d'accord avec son propre frère sur cette question. Le truc, c'est d'essayer de trouver des compromis, mais sans compromission sur sa foi, sans se créer non plus une difficulté trop lourde à porter pour d'autres. Et c'est là, Ouais. je pense que chacun doit avoir une certaine intelligence pour déjà se connaître soi et ses limites, et puis également respecter les libertés et les opinions de l'autre. Alors, on peut se dire que dans une association qui réunit des bac+10, c'est facile, on est tous intelligents, mais malheureusement, parfois, c'est compliqué. Hmm. Et j'ai pas de solution aujourd'hui à apporter pour effacer ces différences d'opinion. Ouais. On avance avec ce qu'on... enfin, on essaie de faire comme on peut. Ouais. Ah, je comprends. Alhamdoulilah, enfin, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été effectuées, qui sont toujours effectuées. Donc, comme tu l'as dit, en ce sens, c'est un succès. Et on espère que l'association tendra à des ambitions encore plus grandes, Inch'Allah. Euh, Si on avance un petit peu, donc quelques années plus tard, enfin, ça fait quelques mois que tu as créé l'association Feminae, c'est ça, hein? Féminin et doctoresse. Feminae Doctoress. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as créé cette association, d'où ça vient et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'ai mis en pause mon travail donc de l'OMS, mon engagement au niveau de l'OMS, pour me dédier à ma vie personnelle et à mes études. Et, mais j'ai gardé ce lien avec mes collègues femmes docteurs. J'ai un tissu assez solide et de confiance à Lille de femmes docteurs. Et une des raisons pour laquelle j'ai réussi mes études, c'est aussi grâce à elles, à ces femmes docteurs qui m'ont soutenue et qui ont été présentes pendant mes études. Et ces femmes-là, ces docteurs-là, aujourd'hui, je les remercie énormément, qui ont fait partie de ma vie. Et donc, on avait un réseau pendant nos études, donc l'externat, pendant le concours, au-delà de l'OMS, mais aussi après, pendant l'internat. Et puis, parmi ces femmes, il y avait des femmes qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, et qui ont connu les mêmes difficultés, à savoir d'être une femme d'origine étrangère, d'être une épouse et une mère, et de combiner toutes ces spécificités ensemble, c'est pas forcément évident. Déjà, être une femme, c'est pas facile. D'être une femme d'origine étrangère en France, c'est pas facile. D'être une femme voilée, c'est pas facile. D'être en plus une mère qui travaille, c'est pas évident. Et en plus d'être médecin, c'est
toutes des difficultés qui s'accumulent. Et on s'est rendu compte que finalement, des fois, on se sentait vraiment toujours cette question de ce qui avait déjà motivé le MAS à l'époque, c'est toujours cette question de se dire, ben, par moments, on se sent seul. Et grâce à ce groupe, on ne l'est plus. Et de fil en aiguille, ce groupe WhatsApp, depuis 2017, s'est construit. Chacune a ajouté une amie parce qu'on avait des discussions quotidiennes, vraiment quotidiennes, sur nos difficultés. Et puis les discussions, elles étaient très variées. Ça allait de les filles, c'est compliqué en ce moment avec le voile en stage, mais aussi, j'ai pris cet exemple volontairement euh, clivant. Donc les sujets étaient très variés qu'on pouvait aborder dans ce groupe de femmes médecins, que ce soit sur la question du voile au travail, que ce soit au niveau de la difficulté de faire garder son enfant malade alors que nous-mêmes on devait se présenter dans le service dans lequel on travaillait, de la charge mentale d'une femme médecin, de toute la partie formation. Et ces questions, elles étaient quotidiennes dans ce groupe. Mais aussi, on discutait de nos cas cliniques. On avait des difficultés face à un patient, face à une difficulté. C'est un métier qui peut être lourd en termes de responsabilité, de culpabilité aussi. Et on en discutait. Et finalement, ce groupe représentait une soupape de nos difficultés quotidiennes. On se retrouvait. Et ça s'est matérialisé du groupe virtuel à travers la France. On est passé à des rencontres en présentiel. À tel point où, quand il y en avait une qui avait un congrès dans une ville, dans le sud, dans le nord, à Paris, on se retrouvait même dormir l'une chez l'autre. Vraiment, il y a eu des amitiés qui se sont créées grâce à ce groupe, des amitiés solides, au-delà de la, de la sororité et de la profession. Il y a vraiment eu un lien qui s'est tissé. Et on s'est dit que finalement, bah, en médecine, en tant que femme, donc là je parle en tant que professionnelle, on n'avait pas d'interlocuteur. On a des syndicats, mais finalement les syndicats sont pas spécifiques sur nos questions à nous. Même sur les questions de maternité, ils sont peu présents. Je vais citer un exemple qui m'a marqué dans ma vie personnelle et qui fait que cette association est née. En partie, j'étais en stage, j'étais interne. Donc interne, c'est qu'on est déjà, on est médecin, on a choisi la spécialité. Donc en l'occurrence, moi, je suis médecin généraliste. Et j'étais en stage de pédiatrie. C'était un stage très compliqué parce que, bon, déjà, il était loin. Bon, ça, l'internat, je l'ai fait un peu loin par rapport à mon domicile. Et le stage était compliqué parce que c'était du temps plein, et en plus du temps plein, on devait faire des gardes, et on avait 1 ou 2 gardes par semaine en plus de notre temps de présence. Donc j'étais à entre 50 et 70 heures travaillées par semaine, sachant que j'avais 2 enfants. Mmh. Euh, et ma fille malade, elle est asthmatique, et était bébé à ce moment-là, et elle m'a fait une forte crise, elle était vraiment malade, et j'ai dû la garder. Euh, je préviens mon service, et je vais chez le médecin, et je demande un certificat enfant malade. Donc, donc je dis bien, j'étais en pédiatrie, donc avec des pédiatres, Ouais. qui étaient mamans et qui soignaient des enfants. Et quand je leur donne le certificat, j'appelle donc ma responsable en disant, voilà, j'ai le certificat enfant malade, là pour ces 2 jours, je ne pourrai pas être présente dans le service. Et la pédiatre qui m'appelle, que j'ai au téléphone, est à mi-temps et a 4 enfants. Et elle me dit d'une violence sans nom, tu es interne, ça n'existe pas les jours enfants malades pour vous. Quand tu reviens lundi, tu poses. Ah oui, en plus j'étais de garde ce week-end-là, donc j'allais quand même faire ma garde du samedi. Mais elle m'a dit, quand tu reviens lundi, tu poseras tes 2 journées comme des journées sur tes congés. Moi, en tant Mmh. que étudiante qui reçoit ça en pleine face, ça a été d'une violence. Déjà d'une ingratitude sans nom, parce que je suis là pour pallier à un sous-effectif dans le service et je fais 70 heures. Je ne dis rien parce que je suis interne, que je suis en formation, que je ne peux pas vraiment dire quelque chose. Je suis en bas de l'échelle. Je le fais. Et quand je vous demande 2 jours parce que ma fille est malade, et en plus de ça, j'ai pas menti, je veux dire, j'ai pas été chercher un arrêt maladie pour moi, j'ai été chercher un congé malade parce que c'est ma fille qui est malade, j'ai eu un justificatif médical. On me dit que c'est sur mes congés et qu'en tant qu'interne, ça n'existe pas, et je me dis, mais c'est pas normal. Et puis là, j'appelle l'hôpital, je leur dis, c'est vrai, ça n'existe pas. Je mets en difficulté l'hôpital qui ne sait pas me répondre. La direction des affaires médicales me dit, écoutez, c'est la première fois qu'on a ce cas-là. Il faudrait vous renseigner auprès du CHR, du centre hospitalier universitaire dont on dépend. Là, l'avocat du CHR s'est posé sur la question.
s'est penché sur la question. Et là, il m'a dit, alors en effet, il n'y a rien. Nous, les internes, on dépend du Code de santé publique. Et en effet, il y a un flou juridique à ce niveau. Alors du coup, comme il y a un flou juridique, ce qui rentre en vigueur, c'est le statut de salarié d'entreprise, donc en l'occurrence de l'entreprise du centre hospitalier dans lequel je dépends. Et tout salarié, à ce moment-là, en tout cas, avait 3 jours d'enfants malades dans l'année. Donc Mmh. j'ai eu le droit, mais comme c'était une question qui ne se posait pas à l'époque, quand on est interne, mère, on serre les dents. En fait, c'est limite, on nous reprochait cette maternité. Moi, le nombre de mes amis à qui on a refusé, pas, refusé des postes ou qui prenaient des postes d'assistante en médecine et on leur disait, est-ce que vous comptez tomber enceinte dans les 2 prochaines années? Ça, c'est réel, c'est des difficultés qu'on a vécues en tant que femme médecin. Euh, le nombre de personnes qui disaient, ah non, toi, t'arrives en stage et puis t'es mère, ah non, mais toi, tu vas nous embêter avec tes congés parce que tu vas vouloir prendre les vacances scolaires, tu vas avoir tes horaires hyper précises, tu vas devoir partir plus tôt pour la nounou. C'est limite, on est en train de mentir sur notre rôle de mère. Genre, on n'a pas le droit de. On doit faire le travail comme tout le monde et on l'a fait comme tout le monde. Ouais. Mais d'emblée, ça crée des fissures dans l'ambiance de travail avec les collègues, avec la hiérarchie, parce qu'on est mère et parce qu'on n'aurait pas dû en fait l'être. Fallait attendre plus tard, quand on sera installé, et pas entre 25 et 30 ans. C'est quelque chose qu'on qu'on ne vit même pas pleinement. Euh, un autre exemple aussi qui m'a marqué dans mes études, mais c'est que j'étais enceinte de ma fille pendant le stage d'internat aux urgences, et je vais m'arrêter sur cet exemple. Et ben là aussi, j'ai fait mes gardes jusque 30 semaines, jusque 7 mois et demi. Et là aussi, c'était hyper violent parce que on m'a dit déjà que je serais la dernière à prendre mes congés parce que de toute façon, j'allais forcément poser un arrêt congé maternité avant. Et donc, il fallait retarder mes congés le plus possible parce que comme ça, il n'y aurait pas d'impact. Donc, je me souviens que de novembre à mai, j'avais eu qu'une semaine en février alors que j'enchaînais 12 gardes de 24 heures à 2 heures de chez moi, enceinte. Mmh. Il n'y a pas de. Alors, bah voilà, en tant qu'étudiant, on a envie de valider son stage, on n'a pas envie d'avoir un traitement de faveur, on est là pour se former, donc on se forme. Mais il n'y a pas de solidarité ou de se dire, en fait, c'est chacun pour soi, et t'as voulu être enceinte, c'est ton problème, tu te débrouilles, t'as pas à nous l'imposer. C'est vrai, j'ai pas à l'imposer à mes collègues, mais il n'y a pas cette solidarité de se dire, bah quand même, elle est enceinte, elle fait des gardes, elle dort pas de la nuit, elle rentre chez elle après, elle a 2 heures de route, elle a pas dormi. Elle en fait 10 comme ça dans le mois. Pendant les congés des autres, du coup, des fois, c'était mon rythme, c'était garde, repos. Je rentrais chez moi, il était 13 heures. Je reprenais le lendemain à 6 heures du matin, je repartais. Et j'en enchaînais 4 comme ça parce que c'était les congés de Noël et qu'il fallait être là à Noël et au Nouvel An. Et en fait, tout ça, mais on serre les dents et on n'a personne avec qui en discuter. Et c'est un milieu hyper violent parce qu'on pense qu'on est avec des médecins et finalement, on se rend compte que quand on est nous-mêmes dans nos difficultés, on n'arrive pas à éprouver de l'empathie pour l'autre. Et c'est de Ouais. là finalement que ce réseau il est né. C'est de ces difficultés de se dire qu'on n'était pas seul à vivre ça. Le nombre de personnes, moi quand je parle de ça, on a l'impression que c'est effarant quand j'en parle. Mais non, parce que toutes mes copines qui sont dans le milieu, qui sont médecins, elles ont vécu des scènes tout aussi violentes et pires. Il y en a qui sont isolées, qui n'ont pas de parents à qui confier leurs enfants, qui se retrouvent avec un budget nounou qui représente la moitié, qui représente autant que leur loyer, qui se retrouvent des mères célibataires à gérer toutes ces difficultés. Et en fait, de là, l'association, finalement, elle est née. On s'est dit, ben, on a quelque chose de solide, qui est informel. On peut en faire quelque chose qui peut vraiment aider les femmes médecins. Et là, la religion, elle n'était pas omniprésente par rapport à l'OMAS. Là, notre difficulté, c'était vraiment en tant que femme et en tant que femme médecin. Ouais. Et ces spécificités, elles sont très larges, hein. Une femme sur deux est médecin maintenant en France. Un métier qui se féminise. Et la deuxième chose, c'est la maternité. Les gens, je pense qu'il y a eu une prise de conscience avec notre génération, et ce qu'on peut reprocher à la génération de médecins, on le voit dans les débats publics actuellement, c'est que les médecins ne veulent plus se sacrifier pour leur métier. On voit que les médecins pensent un peu plus à leur vie personnelle, notamment en Ouais. prenant plus de congés, en terminant plus tôt, en prenant plus de jours dans la semaine pour gérer les enfants, ce qui n'existait pas avant. Un médecin était vraiment au chevet du malade. On les a vus, hein, nos collègues plus vieux et plus âgés se dévouer totalement pour les patients, et ce qui est tout à leur honneur. Et nous, on les admire, ces gens-là. Je pense que notre génération a
pris conscience du sacrifice que ça demandait. Et peut-être qu'on était plus prêt à le faire, en tout cas de manière moindre, même si, parce qu'au final, on trouve qu'on sacrifie quand même beaucoup de choses pour notre métier. Mais on va dire on le fait quand même de manière vraiment moindre par rapport aux générations d'avant. Et ça, c'est des choses dont on doit parler entre nous. Et c'est en ça que l'association Feminae Doctores, elle a deux vocations. La première, c'est de réunir les femmes médecins autour des problématiques qui les concernent, donc toutes celles que je viens d'évoquer, que ce soit dans le champ personnel comme privé, administratif, fiscal, formation. Mais aussi, la deuxième chose, c'est de se dire que nous-mêmes, on avait envie d'agir pour la santé de la femme, parce qu'on le voit dans notre métier, elle tend à se dégrader, il y a les déserts médicaux qui s'accentuent, les inégalités sanitaires et sociales qui s'accentuent également, avec des personnes qui ont de moins en moins accès à des soins de qualité, que ce soit à cause de la distance géographique ou à cause de la difficulté financière d'accéder à des soins de qualité. Et c'est en ça que nous, en tant que femmes médecins, on a envie d'apporter aussi nos compétences, notre expertise, parce qu'on est dans ce groupe, on est des cardiologues, des anesthésistes, des pneumologues, des gynécos, des psychiatres, des médecins généralistes, des chirurgiennes, euh, qui ont envie de faire de leur métier aussi une cause d'action pour l'humain et pour l'autre, et notamment la femme. Oui. Merci pour ce partage, hein, très touchant, ton expérience dans le milieu médical. Euh, c'est vrai que, enfin, moi, ça me rappelle aussi le milieu chez les avocats. Il y a quelques métiers encore comme ça qui sont très ingrats, surtout pendant les études et en début de carrière. Euh, Chez les avocats, c'est parfois pareil dans le monde des affaires, notamment, par exemple, où bah, ma femme était avocate, donc elle a pu vivre en partie dans cet environnement-là, même si elle l'a quitté depuis. Très chronophage, très ingrat, où on nous prend de haut et on nous demande de faire les tâches ingrates et où les heures de travail sont très très longues. On travaille très tard le soir, le week-end, etc. Il y a quelques métiers comme ça, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression quand même, mais c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'on a envie de faire ce genre de sacrifice? La vie est si courte, la vie sur Terre est une épreuve, et on a envie de passer notre temps sur des choses qui sont, on va dire, qui sont peut-être plus, qui sont plus fulfilling, je cherche le mot en français. Oui, qui Euh, donne sens à notre vie et pas voilà, de se dire qu'on a tout dédié au travail, totalement. exactement, exactement. Donc, c'est vrai que là, on a eu beaucoup cette discussion avec ma femme très longtemps, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le sacrifice? Est-ce que ce qu'on fait pour aider les gens, ou encore dans le milieu musical, tu aides encore plus les gens, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu as eu ces réflexions, toi? Est-ce que tu t'es dit, peut-être que tout ce que j'ai fait, si j'avais su avant, peut-être que j'aurais pas mis ce sacrifice-là, et j'aurais peut-être fait quelque chose de peut-être de moins chronophage ou voilà, quelque chose de différent. C'est une très bonne question que je me pose ben, encore souvent. Mais plus dans les moments difficiles, forcément. Parce que je trouve que là, bon, j'ai 32 ans. J'ai terminé mes études il y a 2 ans. J'ai j'ai sacrifié finalement ma jeunesse, hein, de mes 18 à mes 30 ans. Euh, des fois, je me dis que vu l'ingratitude et le manque de reconnaissance, c'est dans mes moments faibles, je me dis ça, je me dis peut-être ça ne valait pas le coup. Euh, alors peut-être que ma fille, je l'ai un peu plus vue grandir que mon fils parce que j'étais à ce moment-là interne. Et mon fils vraiment étudiante, je me dis bah personne me rendra les années qui sont passées avec mon fils. Mais après, notamment pendant le Covid, je me dis que mon métier, ça a été quand même c'est un métier, c'est un des rares métiers qui font sens dans les moments compliqués de cette vie. Et même s'il y a des exemples d'ingratitude au quotidien, on a quand même énormément d'exemples où on voit qu'on apporte des choses immenses aux patients. Et je pense que un patient qui te dit merci, docteur, d'être là, qui revient quelques mois plus tard, qui me dit merci d'avoir été là pour moi pendant cette période, ou merci d'avoir fait le diagnostic, vous m'avez sauvé. Je pense que ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix, qui font qu'on ne pourra jamais regretter ce sacrifice. Oui, Et même en termes de
de croyance. En fait, je peux pas regretter. Je me dis, Rabbi, il a voulu que je sois là. Il m'a donné, au contraire, je dois le prendre comme un cadeau. Il m'a donné la capacité et la chance de pouvoir avoir accès à ce métier et d'aider les autres. Je veux dire, je gagne de l'argent par un métier où j'aide les gens. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut dire ça. Ça veut dire Mmh. que je peux mettre une double intention, à la fois de gagner ma vie, mais aussi d'être là pour les autres. Et je peux pas être ingrate moi-même à mon tour envers Dieu et de me dire non, je regrette d'avoir fait. Non, 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 je regretterai jamais ce métier et je trouve qu'il m'a apporté énormément de choses. Même si ça a été difficile, finalement, les difficultés n'ont fait qu'augmenter ma résilience et mes propres forces personnelles. Donc oui, même si c'est dur, je regretterai jamais. C'est, c'était mon destin d'être médecin et c'est à nous aussi d'embrasser la profession. Et Mmh. c'est normal que ça vienne avec des challenges. C'est la Et vie ça qui est comme ça. ça reste une vocation pour toi? Oui, 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 je pense qu'on peut Ouais, tenir qu'avec la vocation dans ce métier, hein. Sinon, ouais, sinon on s'épuise et ouais, on ne tient pas sur la durée. L'argent ne fait pas tenir dans ce métier. ouais. C'est, c'est vraiment la vocation et le fait de trouver un sens à ce qu'on fait qui nous fait tenir. Et d'ailleurs, quand on a une perte de sens dans ce métier, on a un burn-out, hein. Énormément de médecins quand ils ne trouvent plus sens, ils s'épuisent et ils s'arrêtent et voire ils refont des reconversions personnelles, hein. C'est très compliqué de tenir quand on perd le sens dans ce métier. Mmh. Très bien. Imen, on arrive à bientôt à la fin de l'interview. Il me reste quelques questions de fin, mais avant ça, est-ce que il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, que tu penses qu'on aurait dû évoquer, une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet? Non, je pense pas à quelque chose de particulier. Euh, juste quand on me demande justement comment je fais au quotidien, parce que là aujourd'hui, donc depuis 3 ans, je suis une maman solo et médecin et engagée encore. Comment je fais? J'aime- On me pose souvent cette question et c'est pour ça que je voudrais le rappeler dans ces choses. Mmh. Déjà, je pense que déjà de une, je suis pas unique. C'est ça que j'aime bien rappeler, c'est que il existe de plus en plus d'exemples autour de nous qui font que rappeler que mon expérience n'est pas issue d'une chance ou il faut y croire, je pense, pour y arriver. Et la première chose, c'est d'y croire. Comme je disais tout à l'heure, ne pas se mettre d'emblée des obstacles psychologiques en disant ça va être dur, etc. Genre, je suis une femme voilée, je suis pas réussie en France, etc. Non, faut s'enlever ces barrières mentales qu'on se met et y croire. Déjà, c'est la première chose, je pense, pour réussir dans la vie. La deuxième, c'est ne jamais perdre de vue qu'on fait ça pour Dieu. Et je pense que vraiment le succès chez quelqu'un, c'est de se dire qu'il fait ça pour Dieu parce que les gens seront toujours ingrats et jamais reconnaissants à la hauteur des sacrifices qu'on a pu mettre. Même dans nos Mmh. propres proches, même nos propres enfants, nos propres soutiens ne verront jamais les difficultés qu'on vit au quotidien, jamais pleinement. Et je pense que des fois, les gens sont en souffrance parce qu'ils ont l'impression de ne pas être validés ou pas reconnus dans ce qu'ils vivent, etc. Et je pense que tant on a ce prisme d'essayer cette validation par les autres, on sera en souffrance. Il faut vraiment se dire qu'il y a des choses, malheureusement, il n'y a que Dieu qui saura mesurer pleinement euh, la difficulté de la tâche, mais aussi nous-mêmes se dire on fait ça pour Rabbi en fait, qu'il y a un réel que je fais et que je ne récupérerai jamais dans cette dunya, c'est vraiment pour Dieu. C'est la deuxième chose qui sert à, entre guillemets, alléger ses épaules du poids de cette vie. Mmh. La troisième chose qui a été déterminante pour moi, et en ça je remercie déjà mes parents parce que ça a été ceux qui m'ont fait baigner dans un milieu, c'est l'entourage, c'est savoir s'allier des bonnes personnes. Et moi, j'ai vraiment eu la chance depuis ma jeunesse d'être entourée par un tissu d'humains et de personnes hyper inspirants et hyper qualitatifs. Euh, donc au début avec les amis de mes parents et puis moi-même ensuite, bon bah avec la vie, on apprend à choisir, sélectionner ses amis. Et j'ai vraiment la chance de dire que depuis une dizaine d'années, je suis entourée avec des personnes qui m'inspirent. En fait, moi, je suis pas celle qui inspire, je suis vraiment entourée de personnes qui m'inspirent. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir justement un entourage
qualitatif, qui te motive dans ce que tu fais, qui ne te décourage pas. Parce que j'ai rencontré malheureusement des personnes qui m'ont découragée. Euh, et voilà, il faut vite les virer, entre guillemets, de son... et rester vraiment avec des personnes qui nous inspirent à faire plus, à faire bien, et à pas être dans des questions superficielles de la vie, parler des commérages, des histoires de personnes, mais vraiment parler d'idées, parler de choses à faire, parler... Et je pense que c'est hyper important dans la réussite. C'est ce qu'il faut essayer de réussir à transmettre autour de nous. Et je pense que Ouais. c'est comme ça, avec l'effet domino, qu'on arrivera à créer des énergies et des environnements dans lesquels on évolue pour le bien et dans la réussite. Voilà. Je Je te pense que remercie, c'est... Iman. Je suis tout à fait aligné avec ce que tu viens de dire et je te remercie. Euh, Iman, quelles sont les compétences ou quelle est la compétence, pardon, je reformule, quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qui te sont le plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours? Euh, je pense que la première, c'est la sincérité, d'être entier avec les gens, sans calcul. Je pense en tout cas, c'est ce qui me décrirait. D'être serviable, bon, pas trop, mais en Hmm. tout cas, d'être là pour vraiment pour l'autre et pas d'être dans le calcul et dans l'intérêt. Ouais. Et puis aussi la rigueur. Je pense que la rigueur et la constance, c'est ce qui fait qu'on est, on est professionnel, on est, et puis la curiosité. On est dans un métier où il faut se former, c'est important d'être curieux, pas que dans son domaine, mais d'être polyvalent. Voilà, je pense que c'est les trois qualités qui font que ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? L'inattendu des rencontres et des relations. Des- Je vois des personnes différentes tout le temps. J'ai des expériences différentes tout le temps. C'est pas un métier où et je rencontre des personnes inattendues et des fois j'apprends par des personnes dont je ne pensais pas qu'ils m'apporteraient et finalement c'est les personnes qui m'enrichissent tous les jours, ouais, au travail. Hmm. Est-ce que tu as une routine ou plusieurs routines régulières qui t'aident à progresser ou bien à avoir l'énergie au quotidien? Alors, j'ai pas de j'ai pas de routine parce que je suis quelqu'un qui a du mal à avoir des routines, se ranger dans une routine, mais plutôt des choses que je fais qui me permettent d'être efficace dans mon quotidien. Bon, je parle pas de l'aspect religieux avec les prières et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir parce que ça nous donne une discipline. Je pense que c'est la meilleure leçon pour avoir la discipline. Je pense que c'est les prières. Bon, c'est sa pratique de manière générale religieuse, mais en dehors de ça, ça va être cliché, hein, mais moi, je suis quelqu'un de hyper rigide sur mon emploi du temps. Donc, j'aime bien planifier les choses sur le court terme, le moyen terme et sur l'année. Donc, je me fais toujours des sessions. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes objectifs demain? C'est quoi mes objectifs ce mois-ci? C'est quoi mes objectifs cette année? Je veux être où dans 5 ans? Je veux être où dans 10 ans? Hmm. Construire ces objectifs dans 10 ans, il faut déjà les avoir construits dans le quotidien. Donc, des fois, quand je vois que ça va plus, je me fais un petit reset. Je me dis, oula, je perds pied. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et je me recanalise, je me recentre. Et je me dis, allez, pour repartir, t'as ça à faire. Donc, vraiment, je pense que la clé de mon succès, c'est vraiment de me fixer des échéances, là où je veux être. Et la deuxième, c'est que je m'oublie pas. Je m'accorde énormément de moments dans mes routines quotidiennes. Il y a un moment pour moi. Parce Hmm. que les périodes où j'ai été le moins efficace dans ma vie, où j'ai été le plus moralement, ça a été le moins, c'est là où je me suis le plus oubliée à tous les niveaux. Ouais, Et ça, c'est hyper ouais. important. C'est ce que je dis toujours aux mères, c'est prévoyez toujours dans votre agenda un moment où vous êtes vous-même en tête à tête avec vous, sans réseau, sans personne extérieure. Vraiment, faites quelque chose que vous aimez. Ça peut passer par plein de choses. De la lecture, du sport, un moment au spa, de la... du voyage, un voyage. Mais vraiment, c'est ces moments où il faut pas s'oublier et où on se recentre. Et... Tu fais Ouais, ça comment, toi, de manière hebdomadaire ou tous les jours? oui, moi, on va dire que depuis que je suis maman solo, j'ai réajusté mes routines personnelles. Je vais dire que tous les 15 jours, j'ai un week-end où j'ai pas les enfants et c'est mon week-end. Hmm. Et je sais que même si c'est dur entre les week-ends, j'ai ce week-end-là pour me recentrer. Après, ben, en tant que parent, je pense que ça, tous les parents, c'est comme ça. Le soir,
quand les enfants sont enfin au lit, on a ce petit moment off où, entre 21 h et minuit, c'est temps calme pour nous. On peut s'atteler soit à nos tâches quotidiennes qu'on n'a pas eu le temps de faire, ou des moments justement de repos. Mmh. Et si je reviens sur, le planning, enfin la planification des objectifs, tu t'organises comment pour faire ça, tu te poses tous les mois, enfin, pour les tâches, long terme? Ouais. Alors moi, je me fais 2 moments dans l'année symboliques où je fais mes objectifs sur le moyen et long terme. Mmh. Le premier moment, c'est le Ramadan. Pour moi, c'est le moment de remise en question de l'année écoulée, et qui est re- un très bon nouveau départ, entre guillemets, annuel. Et en plus, on met les batteries, on recharge les batteries. Et le deuxième moment symbolique, c'est l'année civile. Donc fin décembre? C'est ça. Fin décembre, Ouais, janvier, on se dit, c'est quoi les objectifs? Alors des fois, il y a aussi le troisième moment, c'est l'année scolaire. ouais, C'est des moments clés où là, je remets en perspective un petit peu, je refais le point et je vois si je suis toujours sur la lancée que je me suis fixée quelques mois auparavant. ouais. Ensuite, je me fais toujours, moi je fonctionne par planning mensuel, pas par planning hebdomadaire. Moi depuis quelques années, ça fait doit faire, je pense depuis que je suis maman, hein, en fait, où j'ai dû complètement me réorganiser. Ça doit faire ouais, bientôt 10 ans que je m'organise comme ça. J'ai une vision très visuelle, très schématique de mon planning mensuel. Que vraiment, j'ai une vue sur mon planning et je vais pouvoir voir les semaines où je vais être plus productive en termes perso ou d'autres où je vais être plus dans mon travail, dans ma thèse. Et chaque dimanche, enfin finalement chaque semaine, je me dis, ah ok, cette semaine j'ai ça à faire. Alors moi, j'aime pas me stresser en me disant, aujourd'hui je dois faire ça. Mmh. Parce que j'ai remarqué que avoir ma to-do list du jour, ça me stressait plus qu'autre chose. Parce que quand je m'endormais pas bien, je me disais que ma journée n'a pas été productive. Je préfère me donner une souplesse et en me disant que je fais les choses dans la semaine. Juste le dimanche, quand ma semaine est terminée, j'ai fait les objectifs. Peu importe que ça a été le mardi, le jeudi, le truc, parce qu'en plus, ça laisse en plus de place à l'imprévu. Des fois, tu peux pas tout contrôler. Donc, je fonctionne vraiment comme ça, par objectif semaine et par vision mensuelle. OK. Ça me va Bon, bien. Après, voilà, je intéressant. dis pas que c'est la solution miracle. Ça Ouais, peut, je vois d'autres personnes qui sont très productives, qui fonctionnent d'autres manières. En ouais. tout cas, pour moi, dans mon organisation quotidienne, ça marche plutôt bien. Non, je suis impressionné, ouais, c'est pas évident, hein. J'essaie de me mettre des objectifs comme ça aussi. Moi je suis un peu moins, organisé que toi, mais j'essaye quand même, j'ai mes objectifs quotidiens. J'essaie de me mettre pas plus que 3 4 tâches dans la journée. Hem et pareil annuel. Donc enfin j'en ai 2 annuellement. Moi je les place, plutôt, fin décembre et fin juin, tous les 6 mois et j'en fais aussi un pendant la fin du ramadan. Heu ouais, c'est vrai que c'est hyper utile, hein. C'est hyper utile, pour, comment dire? J'allais dire, mesurer un peu, les progrès, si on avance, parce que des fois on a la tête dans le guidon et on sait pas où on va. On se rend pas ça va tellement vite. Donc se mettre des objectifs, après les objectifs, tu les places en catégories ou tu as juste des objectifs Oui, globaux? oui, oui, moi je suis un peu psychoïde. Moi je les Ouais, classe toujours par catégorie. Objectif éducation, par exemple, pour mes enfants. Objectif ouais. santé. Objectif professionnel. Objectif religieux, personnel. Et associatif. Enfin, je les regroupe vraiment par thème. Je me Ouais, mets des pareil. agendas différents. Il y a des choses qui sont prioritaires. Je sais pas, mon rôle de mère, c'est prioritaire. Peu importe ce que je fais dans ma vie, mes enfants sont là et c'est ma priorité. Ma santé aussi. Avant, je la mettais pas en priorité. Donc pendant quelques années, ma santé, c'était pas ma priorité. Et on se rend compte que on fait une grave erreur. Donc pareil, en fait, il y a des choses sur lesquelles on doit prioriser. La santé, la religion. On peut pas Ouais, dire d'abord je fais mes engagements professionnels, associatifs, et après je verrai comment ajuster ma prière ou ajuster mes objectifs religieux. Non. C'est d'abord, on case les priorités et après on essaie d'agencer le reste. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un truc ça c'est avec le temps qu'on l'apprend. Je culpabilisais beaucoup avant de pas réussir mes objectifs, de pas être aussi opérationnelle que je le voulais, que mes objectifs, etc. Faut aussi apprendre à être avoir de la rahma envers soi-même, je pense. Et à pas mmh, être dans l'autoflagellation,
ou à se comparer, à dire l'autre a réussi, etc. Chacun avance à son propre rythme. Et nous-mêmes, dans notre propre rythme, on a des moments dans notre vie où on va être plus productif et d'autres où on va être complètement ralenti. Moi, il y a des moments où j'ai rien fait pendant un an. Et je me disais, c'est tout. C'était un moment où peut-être qu'il fallait que je sois présente que pour moi et que pour ma santé. Et ça a été le seul objectif de cette année. J'ai rien fait au niveau professionnel qui soit, valeureux ou au niveau associatif, etc. Il faut savoir, je pense, au contraire, c'est même sage de se dire, il y a des moments, je dois reculer pour plus tard être mieux, pour être plus productif. Parce qu'il faut avoir un agenda sur le long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas productive, mais cette phase-là que je suis en train de traverser, elle me permet de mieux préparer les choses dans 5 ans, ou parce que ce travail, je l'ai déjà fait. Ça y est, ça c'est bon, c'est derrière moi. Je l'ai fait et c'est inclus dans ma routine. C'est plus un effort que je fais. Je pense que voilà, c'est important de se Ouais, dire ces choses. ouais. Non, non, c'est hyper intéressant et je pense que j'allais dire tout le monde devrait le faire, mais enfin, chacun s'organise comme il veut, mais en tout cas pour moi et pour toi, visiblement, ça a l'air d'être très utile. C'est vrai qu'il faut essayer de trouver ce juste milieu entre quelque chose qui n'est pas non plus trop simple, c'est-à-dire on se repose sur ses lauriers, et quelque chose qui n'est pas non plus inatteignable, donc entre la zone grise, entre les deux qui nous challenge un petit peu, mais pas trop non plus. Euh, ouais, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est, bon, c'est assez hardcore, hein. C'est si je devais mourir dans les 6 prochains mois, quels sont les objectifs avec lesquels je serais aligné et que je pourrais justifier, en fait. Et sans forcément mettre la barre trop haute, mais rester challengeant et garder une flexibilité, mais juste avoir une direction, en fait, savoir où je vais, quoi. Je pense que c'est important. Ouais, Euh, totalement. Est-ce que tu as une recommandation de livre, de documentaire, enfin, n'importe quelle référence qui récemment t'a marqué ou que tu as apprécié? Euh, j'aime bien lire les figures inspirantes. Mhm. En fait, me dire que ça a déjà été fait, ça m'inspire. Euh, Il y a le livre Les femmes d'islam. Je crois que c'est Les femmes d'islam qui est très intéressant à lire. Mhm. Après, j'aime bien lire les livres sociologiques, donc je peux citer tout ce qui est. J'aime bien comprendre le monde qui nous entoure, et ça permet d'être plus tolérant. Bourdieu, Hannah Arendt, c'est des Oui. lectures que j'aime beaucoup. Ah, tu peux donner un titre. Je trouve Femme d'Islam, anthologie des grandes dames de la civilisation musulmane, c'est celui-là? C'est De ça, Issa Meyer. Ok. Ah, Issa c'est ça. Meyer. Bourdieu, sociologie, donc Alors, tu penses à quoi? bah, Bourdieu, j'ai lu La reproduction, Les héritiers, qui est vraiment pas mal. Et la domination masculine un peu moins, mais qui sont vraiment pas mal. Je trouve que c'est des notions qu'en fait on comprend pas forcément. Et je pense qu'en tant que minorité en France, on a tout à gagner à comprendre un petit peu les rapports de force qui se jouent quand on les comprend de manière sociologique, structurelle, et ça permet d'être un peu plus apaisé, je trouve, dans le monde qui nous entoure. Après, il y a aussi des sociologues plus comme Malek Benabi, je pense par exemple Le problème des idées dans le monde musulman, très Ouais. intéressant. De manière générale, les lectures de Malek Benabi, Qutb aussi, permettent de mieux comprendre le monde musulman dans lequel on évolue. Et après, sinon, à titre personnel, j'aime beaucoup, elle m'a beaucoup apporté dans ma vie perso, c'est Yasmine Mogahed, Yasmine Ouais. Mogahed, Renoue avec ton cœur et ses interventions. Donc le livre Renoue avec ton cœur, et de manière générale, toutes ses interventions, parce que c'est une personne assez brillante, donc il y a un docteur en psychologie de notre monde contemporain, qui est une femme musulmane qui a évolué dans un monde occidental et justement qui sait allier avec perfection cette juste mesure, je trouve, dans le rapport qu'on a au divin, mais aussi à la dunya, et qui nous remet en perspective les choses dans ce qu'on peut vivre. Moi, elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles de ma vie. Après, Ouais. je vais pas citer, hein, mais évidemment, bien sûr, je pense que le meilleur livre qu'on peut avoir, c'est le Coran et la Sira du prophète. Je pense que ce sont les deux meilleures recommandations qu'on peut faire à quelqu'un de manière générale. Mhm. Est-ce que tu as une sira Oui, préférée? oui. Moi, c'est le Nectar cacheté. C'est celle que j'ai le plus appréciée. Alors au début, elle est un peu technique parce que ça reprend toute la partie historique, généalogique des tribus.
pour poser Mmh. un petit peu le cadre dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam est venu. C'est Mais elle est très complète et j'ai bien aimé. Il y a aussi celle de Tariq Ramadan qui est pas mal. La vie du mmh. prophète Mohammed, qui elle est plus dans un sens philosophique Oui, euh, qui est plus abordable, on va dire, si on veut commencer par une sirah. oui. Barakallahu fik, Iman. Enfin, dernière question, si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou te contacter s'il a une question, est-ce que c'est possible et comment? Oui, c'est possible. Là où je suis le plus active, c'est Instagram. Donc, au nom de Docteur Iman sans E. Mhm. Euh, j'ai un compte Twitter également du même nom et une chaîne YouTube du même nom. La chaîne YouTube en ce moment, elle est pas fonctionnelle, mais j'avais commencé un peu comme toi d'ailleurs une série d'interviews de femmes musulmanes de France, où Ouais. justement je les questionne un petit peu sur leur parcours. Et sinon, ouais, c'est déjà voilà, Twitter, YouTube et Instagram. Mais je suis le plus active, c'est sur Insta. Ok, bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir dans le podcast, Iman. C'était des échanges très intéressants. Euh, tu as l'air d'être très impliqué, te remettre en question assez souvent et d'essayer de trouver des solutions pour les problèmes que tu vois. Et je te félicite pour ça et je demande à Dieu qu'il te mette la baraka, qu'il te facilite dans tes projets. Mm. J'espère que ta nouvelle association euh, perdurera et grandira et aura un maximum d'impact, Inch'Allah. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie énormément de me donner cette chance de pouvoir transmettre des choses qui me sont chères. Et je te remercie pour l'initiative dont tu es porteur, qui, je trouve, très salutaire. Et on a besoin d'avoir des exemples dans notre quotidien. Et pour ça, merci beaucoup. Je te remercie, Iman. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, et je te souhaite une Merci. très belle journée. Salam alaikum. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.